Alors voilà pour le corriger, décrit comme 2021. Alors, premier exercice donc sur de l'algèbre matricielle avec de la diagonalisation et puis une étude d'espace. Alors, on considère l'espace, enfin l'ensemble A, donc des matrices de M3 de R qui vérifient une certaine égalité. Alors, tout d'abord, on nous demande de trouver les matrices alpha I qui appartiennent à A. Donc là, on remplace la matrice M par alpha I. Donc, ça nous donne alpha I, alpha plus 1 I, alpha plus 2 I égale 0. Donc, les matrices I, bon, voilà, ça fait alpha, alpha plus 1, alpha plus 2 I égale 0. Comme la matrice I est non nulle, donc forcément, le coefficient qui est devant va être égal à 0. Et donc, ça nous donne alpha égale 0, ou alpha égale moins 1, ou alpha égale moins 2. D'accord. Donc, on a trois matrices. Donc, on a la matrice, les matrices scalaires qui appartiennent à A sont les matrices 0, moins I et moins 2I. Alors, l'ensemble A est-il un sous-espace vectoriel? Bon, si on nous pose la question, c'est qu'il y a des chances que non. Donc, il faut contredire l'un des axiomes. Alors, 0, on vient de montrer que... Là, voyons, je vais l'écrire. Donc, ça, c'était notre conclusion. Donc, 0 appartient à A. Donc, ce n'est pas là où on peut le contredire. On peut peut-être contredire le fait que si on a deux matrices dans A, la somme n'est pas encore dans A. Par exemple, regardez, on a moins I et moins 2I qui appartiennent à A. Et pour autant, quand je fais la somme des deux, ça fait moins 3I. Et bien, ça n'appartient pas à A. Parce qu'on a dit que toutes les matrices scalaires qui appartenaient à A, c'était juste 0, moins I, moins 2I. Donc, ce n'est pas stable par somme. Donc, A n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Alors, on nous donne des vecteurs. Calculer Bx1. Bon, c'est certainement pour montrer que c'est des vecteurs propres. Donc, on va juste calculer la première coordonnée. On trouve moins 2. Et Bx2, j'espère que c'est pour ça. Ouais, vu la question d'après. Là, ça nous donne moins x2. En déduire deux valeurs propres, on va dire comme x1 et x2 sont différents de 0, moins 2 et moins 1 appartiennent au spectre de B. Déterminer une base de ces sous-espaces propres. Alors, on va regarder donc de ces deux-là. Donc, B plus IX égale 0. Donc, ça nous donne... Alors, ça va nous donner moins Y plus Z égale 0, X moins 2Y plus Z égale 0 et X moins Y égale 0. Donc, on va avoir X égale Y égale Z. D'accord. Donc, E moins 1, ça va être vect 1, 1, 1. D'accord. Donc, c'est le vecteur X2 qu'on avait, mais bon, nous, on avait juste X2 qui était un vecteur propre. On ne savait pas forcément si c'était toute notre base de sous-espace propre. Ensuite, avec ça, donc on va avoir X moins Y plus Z égale 0. Pareil, en fait, les trois. Donc là, on va avoir X égale Y moins Z. Et donc, on va avoir notre E-2 qui va être vect 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Bon, là, il faut expliquer que c'est une base en disant que c'est non nul. Là, on va expliquer que c'est une base en disant que c'est non collinéaire. Et donc, voilà pour nos bases de chaque sous-espace propre. Ensuite, démontrer que B est diagonalisable. On va donc dire que... donc là, il faut faire attention parce qu'on nous a fait découvrir les valeurs propres. On ne sait pas encore qu'il n'y a que moins 2 et moins 1 comme valeurs propres. Donc, on va dire comme la dimension de E-2 plus la dimension de E-1 vaut 3. Donc, on a cette somme de dimensions qui vaut 3. Et B, c'est une matrice de taille 3. Alors, on peut en déduire, parce que ça, on ne le savait pas encore, que le spectre, c'est moins 1 et moins 2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour d'autres valeurs propres ou pour d'autres sous-espaces propres. Donc ça, il faut le dire. Donc on a ça. Et donc de plus, donc la somme de ces dimensions vaut 3, qui est la taille de la matrice.
Et donc, on peut en déduire que B est bien diagonalisable. Et donc, on va avoir la matrice D. Par exemple, on va prendre -1, -2, -2. D'accord ? Il y a la valeur propre -2 qui a deux vecteurs propres. Donc, la matrice P, on met les vecteurs propres dans le même ordre que les valeurs propres. Donc, voilà ce qu'on obtient. Cette matrice est inversible parce que c'est une matrice de passage. Et donc, on a B égale PD P-1. Voilà ce qu'on peut donner. Donc là, on a diagonalisé. Alors, démontrer que la matrice D appartient à A. Donc, nous, on avait dit que... ou sinon... Ouais, parce que ce n'est pas une matrice alpha-i, donc ce n'est pas l'idée. Donc, pour montrer que la matrice D appartient à A, on va calculer D plus I, D plus 2I. Donc, ça vous donne en diagonale ça. D plus I, on aura 0 ici, -1, -1. Et D plus 2I, on va avoir 1, 0, 0. Et on sait que quand on multiplie des matrices diagonales, c'est les coefficients diagonaux qui se multiplient. Et en fait, vous voyez, dans tous les produits sur chaque place diagonale, il y aura au moins une fois un 0 qui va apparaître. Donc, la matrice diagonale finale, ça va être 0. Donc, tout ce produit vaut 0. Ça nous dit bien que D appartient à A. Ensuite, il faut montrer que B appartient à A. Alors, pareil, appartenir à A, c'est vérifier cette condition. Donc, on va la remplacer. Et vu l'enchaînement, donc le puis que, ça vous dit en déduire. Vu l'enchaînement, on va essayer d'écrire B en fonction de D. Donc là, je vais remplacer. Donc, on a ça. Donc, je remplace la matrice B par ce qu'elle vaut. Voilà. Ce que l'on va faire, cette matrice I, c'est comme si on avait PI, P-1. D'accord ? Là, pareil. PI, P-1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir factoriser la deuxième parenthèse, enfin la première parenthèse par P à gauche et P-1 à droite. Donc, c'est comme si on avait ça. La deuxième parenthèse, pareil, je factorise au milieu par D plus 2I. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de décrire en fait cette matrice I comme étant PI, P-1 et de permettre une factorisation à gauche par P et à droite par P-1. Donc, ça disparaît. Et apparaît alors ce produit. Sauf que ce produit, on vient d'expliquer que ça valait 0. Donc, le tout vaut 0 et B appartient bien à A. Alors, plus généralement, on suppose que M est diagonalisable et le spectre de M, il est inclus dans ça. Montrer que M appartient à A. C'est un peu l'idée qu'on vient de donner. Alors, si M est diagonalisable, donc on va avoir M égale, on va utiliser d'autres matrices, on va mettre Q, delta, Q-1. Delta, ça va être une matrice donc ABC, une matrice diagonale, parce que c'est diagonalisable, et les A, B et C appartiennent à 0, -1, -2. Vu que le spectre il est inclus dedans, on ne sait pas ce qu'il vaut exactement. Donc ABC prend ses valeurs dedans. Et bien, de même, quand 3D, on va avoir delta, delta plus I, delta plus 2I égale 0, car on aura sur chaque place diagonale au moins un 0. D'accord ? Si vous prenez... Alors, quelles que soient les valeurs de ABC, mais quand vous allez faire delta, alors si par exemple il y a une des lettres qui vaut 0, voilà, on aura une place égale à 0. Ensuite, pour delta plus I, ça va nous donner une place avec le plus I. Si votre valeur propre vaut -1, on va avoir une place qui va valoir 0. Donc, ce qu'il va falloir dire, c'est que dans delta, delta plus I, delta plus 2I, quelle que soit la configuration de valeur propre au départ, qu'on ait 0, -1 et ou -2 comme valeur propre, delta plus I va aussi avoir à un moment, vous voyez, si on prend là
qu'on peut mettre. Hein. Donc, le spectre de delta, c'est ABC. Le spectre de delta plus I, c'est A plus 1, B plus 1, C plus 1. On va rajouter 1 sur la diagonale. Et delta plus 2I, ça va être A plus 2, B plus 2, C plus 2. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Par exemple, imaginons toutes les valeurs propres sont nulles. Donc A, B, C sont nuls. Donc là, c'est réglé, delta vaut 0, c'est terminé. Si tout n'est pas nul, s'il y a du B, du C qui peut valoir moins 1 ou moins 2, si B vaut moins 1 ou moins 2, lui sera nul si B vaut moins 1. Si ça vaut moins 2, lui sera nul si B vaut moins 2. Ou alors, sinon, lui sera nul si B vaut 0. Donc, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que, vous voyez, sur la deuxième place, on va dire la lettre B, que ce soit B, B plus 1 ou B plus 2, il y a forcément l'une des trois lettres qui va valoir 0. Qu'on ait B égale 0 ou moins 1 ou moins 2. Et après, c'est juste un changement de lettre. Hein. Ce sera pareil pour A, A plus 1, A plus 2, C, C plus 1, C plus 2. Donc ça, c'est parce qu'on prend les valeurs A, B, C dans 0, moins 1, moins 2. Donc B, B plus 1, B plus 2, il y a forcément une valeur nulle. Et comme on l'a dit, après, par produit de diagonale par produit de matrice diagonale, on multiplie les termes diagonaux. Et donc, il y a forcément à un moment un produit, un des termes diagonales qui va être égal à 0. Et donc, le tout va être égal à 0. Donc, l'explication, elle vient de là. Vous décrivez les trois spectres et en disant, en fait, à chaque place, donc le premier coefficient diagonal ou le deuxième ou le troisième, il y a forcément une place où il y aura un 0. Et quand on va multiplier, ça ne fera que des 0. Donc là, on a montré que delta appartenait à A. Et après, de même, avec M égale P delta P moins 1, on aura, là c'est vraiment strictement la même chose que tout à l'heure. C'est des histoires de factorisation par P à gauche, par P moins 1 à droite. On aura M qui appartient à A. Donc là, c'est vraiment pareil que la question 3D. Donc là où on vous attendait, c'est l'explication de ce produit diagonal. C'est un peu dur pour un écrit comme, que ce produit donne toujours 0 en expliquant qu'il y a toujours au moins un coefficient diagonal qui va être égal à 0. Alors, partie B ensuite, on nous demande un polynôme annulateur de M. On l'a dès le début, le polynôme annulateur. Donc, on va dire P de x égale x, x plus 1, x plus 2. C'est un polynôme annulateur de M. Et donc, on va pouvoir dire que le spectre de M, il est inclus dans les racines de P, c'est-à-dire dans 0, moins 1, moins 2. Bon, ça, premier constat. On suppose que M a ces trois valeurs propres, justifie que c'est diagonalisable. Donc, on va dire, comme M est une matrice de taille 3, avec trois valeurs propres distinctes, alors N est bien diagonalisable. Ensuite, on suppose que moins 1 est l'unique valeur propre de M. Montrer que M et M plus 2i sont inversibles. C'est un peu étrange comme question. On va rappeler que lambda est valeur propre de M si et seulement si M moins lambda I n'est pas inversible. Donc là, ici, on vient de dire que le spectre de M, c'est juste moins 1. Donc, comme 0 n'appartient pas au spectre, ça nous dit que M fois 0i, c'est-à-dire M, est inversible. Comme moins 2 n'appartient pas au spectre, ça nous dit que M moins 2i, c'est-à-dire M plus 2i, est inversible. D'accord? Donc, vous pouvez leur rappeler là, la petite équivalence qu'on connaît et donc de conclure ça. Et alors après, pourquoi M vaut moins i? Voilà. On sait que M est diagonalisable. On l'a justifié. Non, pardon, on n'a pas justifié. Donc là, on nous dit juste moins 1 est la seule valeur propre. Donc, démontrer que M, ici, vaut moins I. OK. Donc là, pour montrer que M vaut moins I. Alors, comme notre M, comme moins 1, c'est la seule valeur propre de M,
Ouais, plutôt avec le puis que, alors, plutôt que de parler de valeur propre, regardez. On va quand même se servir de ce qu'on a fait juste avant. Donc, on a montré qu'elles étaient inversibles. Alors, il ne faut pas oublier, ouais, on va le réécrire. On sait quand même, comme M appartient à A, on sait ça. Et là, on vient de montrer que M et M plus 2i sont inversibles. Donc, comme elles sont inversibles, bah, je peux multiplier cette relation par M-1 à gauche, par exemple, et M plus 2i moins 1 à droite. D'accord? Donc, je vais bien l'écrire là. Donc, ici, égal. Donc, il y avait 0. Donc, je mets bien M-1 à gauche et M plus 2i moins 1 à droite. Bon, ça donne 0. Mais ça va partir. Ça fait I, ça fait I. Donc, en fait, il nous reste M plus I égale 0, c'est-à-dire M égale moins I. D'accord? Donc, ces matrices étaient inversibles. Donc, on a pu servir de leur inverse. Et donc, avoir directement, en fait, isolé complètement le terme M plus I. Ce qu'on ne peut pas faire en général. Hein. Quand vous avez AB égale 0, vous ne pouvez pas me dire A vaut 0 ou B vaut 0. Mais si A est inversible, AB égale 0, ça vous donne B égale 0. Ce qu'on peut multiplier par A moins 1. En fait, de même, hein. Là, je ne sais pas s'ils attendent vraiment qu'on explique tout, mais de même, c'est juste un changement de valeur en fait, du spectre. Hein. Si le spectre de M vaut moins 2, alors on va leur dire de la même manière, M et M plus I vont être inversibles. Et alors, on va multiplier par M-1, on va dégager le M à gauche, ensuite par M plus I moins 1, donc on va dégager le M plus I à gauche, et donc on va avoir M égale moins 2I. Et si le spectre de M vaut 0, alors vous allez avoir M plus I, M plus 2I inversible. Donc on va multiplier par les inverses à droite, et donc on aura M égale 0. D'accord? C'est le même raisonnement, on essaye d'aller un peu plus rapidement là dans l'explication. Bon, on n'attend pas de développement supplémentaire. Alors, on a supposé donc 3 valeurs propres distinctes, on a pu conclure. Une seule valeur propre, on a pu conclure. Là, on nous dit qu'il n'y a pas de valeur propre. Donc, le spectre de M est vide. Là, forcément, donc ça veut dire que 0, moins 1, moins 2 n'appartiennent pas au spectre. Donc, M, M plus I, M plus 2I sont inversibles. Donc voilà, elles sont inversibles et on nous dit d'aboutir à une contradiction, alors certainement par rapport à ce qu'on a pu utiliser avant. Ouais, bon, on va faire pareil. Donc on avait quoi? Donc on a M, M plus I, M plus 2I égale 0. Et là, pareil, on va multiplier par M-1 d'abord, par M plus I moins 1, par M plus 2I moins 1. Quand on fait tout ça à gauche, donc en fait, on va dégager M, M plus I, M plus 2I. Donc on multiplie par les inverses. Donc à gauche, il va rester I. Et à droite, 0, enfin n'importe quoi, ça va faire 0. Et donc là, on aboutit à une contradiction. On ne peut pas avoir I égale 0. Donc impossible que le spectre soit vide. Donc il y a forcément des valeurs propres pour M. Question 9, j'imagine qu'on va faire le dernier cas avec 2 valeurs propres. Oui. Donc là, on considère que le spectre, donc à un changement de valeur près, c'est moins 1, moins 2. Et on veut montrer que M est diagonalisable. On va montrer ça par l'absurde. Alors, donc d'abord, on veut montrer ceci. Bon, alors, même constat, encore une fois. Donc, le spectre, c'est ça. Donc, 0 n'est pas dans le spectre. Donc, ça veut dire que M est inversible. Donc, on tourne toujours un peu en rond avec la même formule. Donc, on a cette relation qui va nous donner comme M est inversible. On multiplie par M moins 1. Ça nous donne ceci. Or, comme... alors, c'était quoi ici? On nous dit ça comment? Donc, M... Pardon, c'est pas ça que je vais écrire. Comme M, c'est la matrice de F dans la base canonique, alors on sait qu'un produit matriciel, ça représente la matrice de la composée. Donc là, on va avoir
hop, on passe par les applications linéaires. Donc, le produit matriciel se transforme en composé. Donc, ça fait f plus identité, rond f plus 2 identités égale 0. Et alors, pourquoi on a l'autre sens? Bah, tout simplement, regardez, si je développe, ça fait f carré. Identité rond f, ça fait f. 2 identités rond f, ça fait 2f. Donc, on a ça. Et en fait, bah, regardez bien, si je développe l'autre composé qu'on nous a donné, bah, je vais me rendre compte que c'est exactement pareil. D'accord? Donc, ça donne aussi 0. Donc là, c'est juste pour dire que, oui, c'est un peu comme les puissances. On sait que les puissances commutent entre elles. D'accord? Une matrice A, elle commute avec A carré, avec A cube, avec tout ce que vous voulez. Ben là, c'est un peu pareil avec les endomorphismes. F, elle commute avec elle-même et avec l'identité. Donc, c'est cohérent que si on a la composée dans un sens, on a la composée dans l'autre qui va valoir 0. Démontrer, ouais, c'est un peu fort, qu'on a ces dimensions supérieures à 1. Alors, bah, il faut reconnaître que ces noyaux, ce n'est rien d'autre que les sous-espaces propres. Donc là, on va dire comme moins 1 appartient à spectre de M, ou alors on va dire directement, hein. Donc le spectre de M, c'est le spectre de F, hein, vu que M représente F. Alors, la dimension de E-1, qui est la dimension de ker F plus identité, va être plus grande que 1. Il y aura au moins un vecteur propre. Donc de la même manière, comme moins 2 appartient à ce spectre, alors la dimension de E-2, qui est la dimension de ker F plus 2 identités, va être au moins égale à 1. C'est des espaces non nuls, parce qu'il y a au moins un vecteur propre non nul dedans. Bien, ensuite, en utilisant le fait que M ne soit pas diagonalisable, montrer ceci. Alors, comme M est non diagonalisable, la somme de tous les sous-espaces propres, donc il y a deux valeurs propres, moins 1 et moins 2, donc la somme c'est celle-ci, elle va être strictement plus petite que la taille de la matrice, donc strictement plus petite que 3. Or, on a montré, donc strictement plus petite que 3, ça nous dit, ça revient à dire que c'est inférieur ou égal à 2. Or, on a montré que ces deux dimensions étaient supérieures ou égales à 1. Donc, la somme des deux est supérieure ou égale à 2. Donc, on en déduit que la dimension de E-1 plus la dimension de E-2 égale à 2. Donc, comme les deux dimensions sont plus grandes que 1, et bien pour répartir les dimensions, on n'a rien d'autre que de dire que les deux dimensions sont égales à 1. D'accord? Donc, parce qu'elles sont toutes les deux supérieures à 1 et la somme est plus petite que 2, donc nécessairement, on a ça. Alors, on nous donne un vecteur propre U de moins 1, vecteur propre V associé à moins 2. Justifier que U et V forment une famille libre. Soit on le démontre, ou soit sinon, on peut dire que comme U et V sont des vecteurs propres pour des valeurs propres distinctes, ça c'est dans le cours, alors la famille U et V est libre. D'accord? Donc on peut utiliser ça directement. Si on n'y pense pas, on pose le test de liberté, on compose par F et en disant que F est linéaire et ça marche très bien. Ensuite, on prend W dans R3, sachant que W n'appartient pas à vecte UV, donc il ne s'écrit pas en fonction de U et V. Montrer que UVW est une base de R3. Alors, on va partir on va faire un test de liberté. Ou alors, on va faire un test de liberté. Donc, on va partir de A fois U plus B fois V plus C fois W égale 0. Donc, ça nous permet de dire que C fois W vaut moins AU moins BV. Or, on a dit que W n'appartient pas au vecte de U et V. Donc, nécessairement, ce qu'on vient d'écrire là, donc, ça veut dire que nécessairement, C vaut 0. D'accord? Pourquoi? Parce que si C est différent de 0, ça voudrait dire que W s'écrit comme ceci. C'est-à-dire qu'il appartient à un vecte UV. Et ça ne serait pas bon. Donc déjà, nécessairement, le C vaut 0.
Ensuite, il reste donc AU plus BV égale 0. Mais ça, comme on vient de dire que la famille UV est libre, ça nous donne A égale B égale 0. Donc, on a déjà démontré que cette famille est libre dans R3. Comme on a 3 éléments, d'accord, et que la dimension de R3 vaut 3, alors c'est bien une base de R3. Ensuite, alors on avait démontré la composée avec la question 9a, donc là on l'applique en W. Et donc on nous dit ceci en appliquant donc, cette remarque. Donc on va regarder ce que ça nous donne. Ok, donc là regardez. Donc je vais écrire la première identité qu'on nous donne. Donc ça on l'avait démontré. On sait que cette composée en n'importe quel vecteur, ça donne 0. Donc là, il nous guide en prenant le vecteur W. Alors, pour rendre les choses un peu plus concrètes, on va écrire ça comme ceci. Donc, on a f plus identité en cette valeur qui nous donne 0. Donc, ça signifie que f plus deux identités de W appartient au noyau de ker f plus identité. Or, souvenez-vous de ce qu'on sait sur ce noyau. On sait 2 choses. Premièrement, on sait que sa dimension vaut 1. Ça, c'est la question 9c. On sait aussi que, je crois que c'était U appartient à ce noyau. Ça, c'est ce qu'on a dit. Soit U un vecteur propre associé à la valeur propre moins 1. Donc, U appartient à ce noyau et U, comme c'est un vecteur propre, il est non nul. Et bien, comme il est dimension 1 et qu'on a un élément non nul, on sait que cet élément forme une base de notre noyau. Donc, c'est vecte U. Et donc, ça nous dit que, comme cet élément qui est f de W plus 2W, donc ça appartient à un vecte U, donc il existe un alpha dans R. D'accord, appartenir à un vecte U, ça signifie être collinaire à U. Donc, on vient de montrer que f W plus 2W s'écrit comme un certain alpha fois U. Et pour l'autre, on va faire exactement de même, puisqu'on va avoir avec l'autre composé, on va réussir à montrer que ça appartient, je vais aller un peu plus vite dessus, à ça, qui est vect. Du coup, on a V qui est vecteur propre pour la valeur propre moins 2. Donc, avec les mêmes arguments, la dimension vaut 1 et V est non nul. Et donc, il existe un bêta appartenant à R tel que f de W plus W s'écrive bêta fois V. En déduire que W est combinaison linéaire de U et V. Là, on a 2 relations. Nous, on cherche à écrire W en fonction de U et V. On va faire une combinaison des deux. On va prendre, ici, on va faire 1 moins 2. Donc, en faisant 1 moins 2, on a W égale alpha U moins bêta V. C'est-à-dire que j'appartiens à vect UV. Et bien, contradiction. D'accord? Parce qu'on avait dit que justement W n'appartenait pas à vect U et V. Donc, on est en train de contredire l'hypothèse faite au départ. C'est-à-dire que on avait supposé quoi? Oui, on avait supposé que M n'est pas diagonalisable. Donc, en fait, c'est-à-dire M va être diagonalisable. C'était notre hypothèse de départ qui nous avait amené aux dimensions des sous-espaces propres égaux à 1 et donc à ces vectes U, vecte V pour ces deux noyaux et à cette contradiction avec W qui appartiendrait au vecte UV. Donc là, on contredit vraiment l'hypothèse initiale. Alors donc, on veut en déduire ceci. M appartient à A si et seulement si M est diagonalisable et le spectre est inclus dans 0, moins 1, moins 2. Bon, donc là, c'est un peu le résumé. Alors, il faudrait juste piocher les bonnes questions. On a fait l'étude de tous les spectres possibles. D'accord? Donc, on a pris au départ de la partie B une matrice M qui appartenait à A. Alors, on a vu quoi? On va faire le résumé. Alors, tout d'abord, donc, on a dit, si M appartient à A,
on avait le spectre de M inclus dans 0, moins 1, moins 2, ce qu'on a dit dès le départ. On a vu qu'il y avait plusieurs possibilités. Alors, soit le spectre, si on prend ce spectre-là, donc ça nous donne M diagonalisable. Si on prend le spectre vide, ça nous donne M évidemment non diagonalisable, vu qu'il n'y a pas de valeur propre. Si on prend le spectre avec une valeur propre, on a montré que soit M égale moins I, soit M égale 0, ou soit M égale moins 2I. D'accord, donc c'est diagonalisable. Et ça donne ces trois formes-là. C'est diagonalisable parce qu'en fait, c'est des matrices diagonales. Et si le spectre de M contient deux valeurs propres, donc nous on a fait, donc ça c'est toute la question 9, hein. Donc nous on avait fait ça avec moins 1, moins 2, ils nous ont dit ce sera pareil dans les autres situations. On a montré qu'alors M était bien diagonalisable. Donc en résumé, on a étudié tous les spectres possibles. Alors nous on a fait pour l'instant dans ce sens-là. J'ai bien mis si M appartenait à A. Donc en résumé, on a montré que si M appartient à A, ça entraîne que M va être diagonalisable et le spectre va être inclus dans 0, moins 1, moins 2. D'accord? Donc, ouais, juste un truc là pour l'histoire du spectre vide. OK. Donc là, oui, c'est pas diagonalisable, mais ça, on s'en fout un peu. C'est surtout que M ne peut pas appartenir à A. D'accord? On aboutissait à une contradiction. Donc là, on avait ici la contradiction dans la question 8. Donc on ne pouvait pas avoir, ça c'était une situation impossible. D'accord? Donc on ne pouvait pas avoir le spectre vide. Donc si M appartient à A, soit on a le spectre avec les trois valeurs propres, donc c'est diagonalisable, soit avec une seule valeur propre, c'est diagonalisable parce qu'on arrive à une matrice M scalaire, diagonale, ou soit il y a deux valeurs propres et c'est diagonalisable. Donc dans tous les cas, ça va être diagonalisable et le spectre est inclus dans ces trois valeurs. D'accord? Donc le seul cas qui aurait pu nous échapper, c'est le spectre vide. On a dit ça, c'est pas possible parce qu'on avait montré qu'alors on avait I égale 0 de mémoire et donc on ne pouvait pas avoir cette situation. Donc ça, c'est un sens. Et dans l'autre sens à présent, donc si M est diagonalisable et le spectre de M est inclus dans 0, moins 1, moins 2, donc si M est diagonalisable, alors ça je crois qu'on l'avait vu. Ouais, ça c'est la question 4. Donc là avec la question de la partie A, question 4, on avait montré que M appartenait à A. Bon, et donc ça vous donne l'équivalence. Bon, là c'est vraiment un gros travail de synthèse là, sur tout ce qu'on a pu démontrer avant. Alors, exercice 2 sur les intégrales impropres. Alors, tout d'abord, montrer cet équivalent. Donc là, c'est direct. Hein. En 0, c'est équivalent à ln de t, tout simplement parce que 1 plus c puissance n tend vers 1. Donc, il est équivalent à 1. Bon, là, rien de particulier. Ensuite, démontrer ceci. On a le droit de connaître une primitive de ln de t, d'accord? C'est dans le programme. Donc, on sait que c'est ln de t moins t. Donc, ça va faire ceci. Bon, et donc, on obtient la formule. En déduire que l'intégrale suivante est convergente, et là, on fait tendre. En fait, on a fait l'intégrale partielle juste avant. On fait tendre le y vers 0. Et on a cette intégrale partielle qui va donc tendre vers moins 1 par croissance comparée. Donc, on en déduit que cette intégrale classique converge et vaut moins 1. Démontrer que l'intégrale Jn converge. Alors, Jn, c'est celle-là. Donc, on va se servir de ce qu'on avait. Donc, c'est équivalent à ln de t. On est sur 0,1, c'est négatif. L'intégrale de ln de t converge, on vient de le faire. Donc, par critère d'équivalence, là, les fonctions, vous voyez, sont de signe constant, c'est de signe négatif.
on va pouvoir en déduire que l'intégrale de ln de t sur 1 plus t puissance n, donc qui est jn, converge. La limite de ça. Alors, le n, il est plus grand que 2, donc c'est une forme indéterminée déjà. On va passer par un équivalent. Donc, on a 3 demi. En bas, c'est équivalent à t puissance n. On est en plus l'infini. Donc, c'est équivalent à n moins 3 demi. Mais n moins 3 demi, c'est une puissance positive, hein, parce que le n est plus grand que 2. Donc, ça en plus l'infini, ça tend vers 0 par croissance comparée. Ensuite, en déduire la nature de l'intégrale kn. Bon, déjà, dans l'intégrale kn, vous voyez, votre fonction à l'intérieur, elle est continue sur 1 plus l'infini. Donc, il y a juste un problème en plus l'infini. Et là, nous, on a montré que t puissance 3,5, donc on est sur le critère de Riemann ou bien le critère de négligeabilité. Hein. On a démontré ça. Donc, par le critère de Riemann ou bien de négligeabilité, votre fonction, elle est positive. Hein. On est sur 1 plus l'infini. On a l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t, donc ça c'est kn. On a cette intégrale qui va converger. Donc ça, oui, c'est la question B. Ensuite, nature de l'intégrale IN par la relation de Chasles. Alors, je vais vérifier que c'est les mêmes. Ouais. JN et KN convergent, donc IN va converger aussi. IN, c'est la somme des deux. Ensuite, partie B. Alors, on s'intéresse à la limite de IN. On nous demande tout d'abord de démontrer ceci. Donc, on prend T dans 0, 1. Et alors, on va considérer ln de t sur 1 plus t puissance n moins ln de t. Donc, ça fait ceci sur 1 plus t puissance n. Alors, t est dans 0, 1. Donc, le ln de t, il est négatif. Avec le moins t puissance n qui est négatif aussi, ça rend tout ça positif. Ensuite, tout ça va être inférieur à moins t puissance n ln de t parce que 1 sur 1 plus t puissance n, c'est plus petit que 1. D'accord. Et après, on multiplie tout ça par une quantité positive. Donc, voilà, tout ça est inférieur au numérateur. Bon, ensuite, avec une IPP, montrer que cette intégrale est convergente. Alors déjà, on a un problème en 0, donc on va faire l'IPP sur epsilon 1. Alors, on va prendre U' égale ça, V égale ln. Donc, on a ceci. U, ça va être moins t puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, comme U et V sont de classe C1 sur epsilon 1, donc on fait notre IPP. Donc, on a moins t puissance n ln de t. Donc, entre U et V. En 1, ça va donner 0. Moins la valeur en 0, ça va faire epsilon puissance n plus 1 ln de epsilon sur n plus 1, plus 1 sur n plus 1, et le u fois v', il va vous rester t puissance n. Donc ça, on peut continuer le calcul. La nouvelle intégrale, elle est très simple. Primitive, ça va être 1 sur n plus 1 aussi. Donc on va avoir 1 sur n plus 1 au carré qui va sortir. On aura 1 moins ça. Et bien, on va constater, donc en faisant tendre le epsilon vers 0, par croissance comparée, donc le premier bloc va tendre vers 0 et ça va tendre vers 1 sur n plus 1 au carré. Donc on en déduit que, effectivement, cette intégrale converge et ça vaut plus 1 sur n plus 1 au carré. On déduit que la limite de Jn vaut moins 1. Donc là, on va certainement servir. Alors, Jn, c'est ça. Donc, on va prendre la question 4a.
où on a un certain encadrement, on a ça. On va vouloir passer aux intégrales. Alors là, attention, c'est des intégrales impropres. Alors, forcément impropres, mais quand même, il y a le côté impropre dessus. Donc, on va devoir dire, donc c'est le critère de comparaison qu'on va devoir utiliser. Donc, on va dire comme l'intégrale à droite converge, alors, par critère de comparaison, on va pouvoir dire d'une part que l'intégrale au milieu converge, bon ça on s'en fiche un peu, mais surtout qu'on va pouvoir passer à l'intégrale partout. Donc, je peux prendre l'intégrale à gauche, bon ça fait 0, au milieu ça donne ça, et à droite, bon, je vais écrire, on a ceci. Donc ça qui donne 1 sur n plus 1 au carré. Donc ça donne au milieu, je vais pouvoir séparer les intégrales. Pourquoi? Parce qu'on a la convergence des intégrales. Donc quand je vais séparer, je vais avoir Jn moins l'intégrale de 0 à 1 de ln de t. Et à droite, on a ça. Donc par encadrement, la limite de Jn, bon pour l'instant je vais écrire comme ça, moins cette intégrale va valoir 0. C'est-à-dire que la limite de Jn, bon, l'autre intégrale, elle ne dépend pas de n, hein, on a ça, et on avait montré que cette intégrale valait moins 1. Donc voilà ce qu'on peut donner pour la limite de Jn. Pour la 5a, démontrer que, bon, bah ça, donc là, on prend x plus grand que 1. Donc déjà, on va pouvoir dire que ln de x est plus grand que 0. Et après, alors soit on parle d'inégalité de convexité ou concavité, ou soit sinon vous prenez la fonction ln de x moins x, phi prime c'est 1 sur x moins 1, donc ça va être négatif, donc votre phi va être décroissante, on est sur 1 plus l'infini, en 1 ça vaut moins 1, et donc la fonction est négative, donc ln de x est bien plus petit que x. Bon, ça vous le faites, il y a plusieurs manières pour le faire. On nous dit ensuite en déduire que pour tout x plus grand, enfin supérieur ou égal à 1, n supérieur ou égal à 3, on a ceci. Alors déjà, on a bien ln de x, on va partir de ça en fait. On va partir de ln de x inférieur à x, on va diviser par 1 plus xn positif. Donc ça, voilà, déjà on reconstruit ce qui est au centre. Ensuite, 1 sur 1 plus xn, d'accord? Donc, parce que xn est plus petit que 1 plus xn, on passe à l'inverse, parce que tout est strictement positif. Et donc, on a ceci. Donc, le 1 sur 1 plus xn va être plus petit que 1 sur xn. Et là, on peut simplifier, ça nous donne ça. Alors, on déduire que, alors on parle de kn, et kn, c'est ça sur 1 plus l'infini. Et bien, pareil, il va falloir dire que, donc là encore, c'est critères de comparaison, puisqu'on est sur les intégrales impropres. Donc, il va falloir dire que comme l'intégrale à droite est convergente, alors cette intégrale est convergente parce que c'est une intégrale de Riemann avec n-1 supérieur ou égal à 2. N'oubliez pas que le n est plus grand que 3 et donc strictement plus grand que 1. Donc, par critère de comparaison, on a premièrement l'intégrale au centre qui converge. Bon, ça, cette intégrale, c'est Kn. Et deuxièmement, on peut passer à l'intégrale partout. Donc, voilà ce qu'on peut écrire. Et ben, il nous reste à calculer l'intégrale qui est à droite. Pour la calculer, on passe par l'intégrale partielle. Donc, primitive de 1 sur x puissance n-1. Donc, vous pouvez faire ça, hein, d'accord, vous passez la puissance au-dessus. Donc, une primitive, ça va faire x puissance, donc là, moins n plus 2 sur moins n plus 2 entre 1 et a. Donc, je vais sortir ceci. Donc, ça va faire a puissance moins n plus 2 moins 1. On va faire tendre le a vers plus l'infini. Donc, le a puissance moins n plus 2, c'est comme si on avait 1 sur a puissance n moins 2. Donc, lui, il va tendre vers 0.
et ça va tendre donc vers 1 sur n-2. Il y a le moins 1 dans la parenthèse, et je l'utilise pour changer le signe de la fraction. Bon, donc on obtient bien l'encadrement voulu. Donc par encadrement, on en déduit que Kn va tendre vers 0. Et on veut la limite de IN. Donc encore, hein, par la relation de Schall, et je peux l'utiliser parce que les intégrales convergent, là on va séparer. On a IN qui est égal à JN plus, je regarde juste par rapport à ce qu'on a fait, oui, avant c'était les convergences. Donc on a JN plus KN, et avec les limites qu'on a trouvées, JN ça tendait vers moins 1, KN ça tend vers 0, donc IN va tendre vers moins 1. Pour la partie C, alors au départ, donc on nous dit, donc on a ceci, on prend n plus grand que 1, y dans 0, 1, ouais, y donc 0 ouvert. Alors changement de variable, donc là on prend u égale moins ln de t, on va dire que c'est C1 bijectif sur y1, d'accord, fermé, hein, pour, voilà. Et on nous demande, alors on va préparer le changement de variable. Donc là, ça nous dit que t vaut exponentielle moins u. du, c'est moins dt sur t. Et dt, c'est moins exponentielle moins u du. Bon, on a tout ce qu'il faut. On part sur le changement de variable. Donc on va prendre y. Ceci. Alors, quand t vaut y, le u vaut moins ln de y. Quand t vaut 1, le u vaut 0. ln de t, c'est moins u. T puissance n, ça va faire exponentielle moins u puissance n. Donc, ça va faire 1 plus exponentielle moins nu. Et dt, c'est moins e moins u du. Voilà ce qu'on peut écrire. Alors après, on va se servir de ce moins pour changer l'ordre des bornes. Donc, on va mettre 0 à moins ln de y. Le moins u, on le garde. Donc, e moins u du. Donc, voilà, le changement de variable qu'on voulait. Alors, x, loi expo de paramètre 1. Densité de x. Donc, ça, c'est une question de cours. Donc, densité, ça vaut 0 avant 0. Et paramètre 1, donc ça fait e moins x si x est positif. Ensuite, on pose cette variable. Démontrer que y admet une espérance. Là, on va utiliser, donc on va caractériser ça. Donc, l'espérance de yn existe. On va passer par le transfert. Donc, si et seulement si, l'intégrale de moins x sur, je vais mettre moins u comme ça, on aura tout de suite le truc, de moins u sur 1 plus exponentielle moins nu fx de u converge absolument. Sauf qu'avec notre densité, ça va se réduire à 0 plus l'infini. Donc, il faudrait donc moins u, tout ça, ça ne bouge pas. Et notre densité, c'est exponentielle moins u. Et donc là, on va juste parler de convergence parce que tout est de signe constant. Donc, il faudrait montrer que cette intégrale est convergente. Et en fait, ça va revenir à prendre la question 6. Donc, dans la question 6, on fait tendre le y vers 0. Et pourquoi on a le droit de faire ça? En fait, car l'intégrale qui est à gauche, quand y tend vers 0, ça donne ça. Et cette intégrale, c'est qui? C'est jn. Et on sait que jn converge. Donc voilà, donc on va avoir cette intégrale, donc on va avoir en fait jn égale l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc de tout ce moins u sur tout ça, exponentielle moins u. Donc tout ça, ça converge. Donc ça nous dit bien que l'espérance de yn existe tout d'abord.
Et en plus, que l'espérance de yn vaut jn. Bon, là, on n'en demande pas plus. Pour la 9a, c'est un peu vache, là, demander la loi faible des grands nombres. La loi faible des grands nombres, c'est juste, en fait, donc loi faible des grands nombres. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'inégalité de Benemet-Chebyshev appliquée à xn bar, la moyenne empirique, où les xk suivent la même loi et sont indépendantes. Donc, vous voyez, ça va vous donner, quel que soit epsilon positif, P de xn bar, alors l'espérance par linéarité. Alors, on va poser par exemple espérance de xk égale m, variance de xk égale sigma carré. Donc, par linéarité, l'espérance de xn bar, ça va faire m. La variance de xn bar par indépendance, ça va faire sigma carré sur n. Donc, hop, à droite, on va avoir sigma carré sur n et il y aura le epsilon carré. D'accord? Donc, loi faible des grands nombres, c'est Benemet-Chebyshev appliqué à cette moyenne empirique avec des variables qui suivent la même loi et qui sont indépendantes. Alors, exercice 3. Alors, on nous dit, on s'intéresse à obtenir pour la première fois 2 piles consécutifs. On note X, le rang où on a pour la première fois les 2 piles consécutifs. Et si on n'a jamais les 2 piles, X sera égal à moins 1. Donc là, on vous donne un exemple, d'accord. Donc les notations habituelles. UN, c'est au cours des n premiers lancés, on a au moins une fois 2 piles consécutifs. Et BN, c'est pile-pile. D'accord. Alors, exprimer les événements x égale 2 avec donc x égale 2, ça signifie donc x c'est pour la première fois. Donc là, ça signifie P1, P2. Donc on va pouvoir en déduire P de x égale 2, c'est-à-dire ça c'est A2. Donc par indépendance, alors la pièce elle est comment équilibrée? Donc ça va faire 1/4. X égale 3. Donc x égale 3, il faut avoir pour la première fois pile-pile au rang 2 et 3. Donc il faut qu'on ait un face avant. Donc P de x égale 3, qui est A3, par indépendance, ça va faire 1,5 fois 1,5 fois 1,5, ça va faire 1/8. X égale 4, il faut qu'on finisse par pile-pile pour la première fois. Donc il faut absolument que j'ai un face avant. Mais au premier lancer, on s'en fout. On peut avoir pile ou face. Donc là, comme on s'en fiche, on ne va pas l'écrire. Donc P de x égale 4 à 4, pareil, par indépendance, ça va faire 1/8. Montrer que UN, UN vaut ça. Alors UN, c'est on obtient au moins une fois pile-pile, enfin 2 piles consécutifs sur les n premiers lancés. Donc le au moins une fois, on sait que quand on a dans un événement au moins une fois, ça va se présenter sous forme d'une union. Et donc on va avoir, donc, ça commence au moins au 2e tirage, et on peut aller jusqu'au nème. Donc on a ça, d'accord? Parce que avoir au moins une fois 2 piles consécutifs, on peut l'avoir au tirage 2, ou au tirage 3, ou au tirage 4, ou au tirage n. D'accord? Donc c'était ce au moins qu'il fallait présenter sous forme d'union. Et par incompatibilité, alors pourquoi incompatibilité? Parce que x égale k, c'est avoir pour la première fois pile-pile. Donc on ne peut pas avoir x égale 2 et x égale 3 en même temps. Donc on passe au proba, donc ça nous donne ceci, c'est-à-dire ça c'est UN, et ça nous donne la somme des AK. Alors, partie B. Partie B. Donc, on prend n supérieur ou égal à 2. Et on nous demande cette formule. Alors, cette formule, elle nous fait penser un peu au crible, hein, c'est-à-dire P de A union B. Donc, l'idée, ça serait de montrer que UN plus 1, c'est ça.
Alors, pourquoi donc UN plus 1, c'était au cours des N plus 1 premiers lancers, on veut avoir au moins, donc, ouais. Donc, on va dire sur N plus 1 lancés, on a soit au moins un pile-pile sur les N premiers lancés. D'accord? Donc, soit ça arrive avant les N premiers lancés, soit ça arrive à la fin, c'est-à-dire ça arrive à PN plus 1. Et ça, j'imagine, ça c'est BN plus 1. Ce n'est pas un soit exclusif. D'accord? On peut l'avoir pile-pile à plusieurs reprises, mais soit je l'obtiens, donc là vraiment c'est par rapport à la formule. Hein. Donc soit je l'obtiens mon pile-pile sur les N premiers lancés, soit je peux l'obtenir tout à la fin. D'accord? Donc sur les lancers N et N plus 1. Et donc, là, par le crible, mais sans citer le crible, on obtient cette formule. Bon. Ensuite, montrer, bon là, donc là, n plus grand que 4. Alors là, montrer l'égalité de deux événements, c'est expliqué par une phrase des deux événements. Alors, UN inter BN plus 1. Donc ça signifie, sur les N premiers lancés, on a eu pile-pile, d'accord, au moins une fois, et on a eu PN plus 1. C'est-à-dire on a eu aussi pile-pile à la toute fin. Premièrement. Ensuite, on écrit. C'est un peu lourd à... Donc on a ça. Union PN-1, inter-PN plus 1. Donc ça signifie sur... Alors, soit, déjà, hein, vu qu'il y a une union, sur les N-2 premiers lancés, on a eu pile-pile et on a eu Fn-1, PN plus 1. C'est-à-dire on a eu un pile-pile sur les N-2 premiers lancés et puis après on a attendu la toute fin pour en avoir un autre. Soit on a eu, je vais écrire juste comme ça, PN-1, PN plus 1. Et donc ça équivaut à ce qu'on a pu dire avant, c'est-à-dire soit je l'ai eu sur les N premiers lancés et puis on a pile-pile. En fait, vous voyez, dans les deux cas, on a pile-pile à la fin. Donc ça correspond bien au PN plus 1, déjà. Et après, on nous dit qu'on a eu aussi un pile-pile sur les N premiers lancés. Alors, quand est-ce qu'on a pu l'avoir, ce pile-pile sur les N premiers lancés? On nous dit soit on l'a eu sur les N-2 premiers lancés, ou soit en fait on a pu l'avoir, vous voyez, à PN-1, PN. D'accord? Parce que là, on a mis aussi PN-1, PN, donc on a pu aussi l'avoir sur les N premiers lancés. Donc voilà un peu ce que, présentation, en fait, c'est surtout, vous devez décrypter ça par des phrases. Hein. Il n'y a pas beaucoup plus, mais vous devez le mettre tout ça à travers des phrases. Alors, quoi d'autre après? Alors, en déduire tout ceci. Alors, vu la question 4A, on va passer par la proba. Hein. Alors, je vais surtout écrire ce qu'on a à gauche. Donc, ce qu'on a à gauche, c'est ça. Donc, ça va faire la proba de l'union. Alors là, par contre, là, l'avantage, c'est qu'on a une incompatibilité. On ne peut pas avoir... Alors, pourquoi c'est incompatible? Parce que, vous voyez, c'est où qu'on le voit? Ouais, c'est là. On a Fn-1 et Pn-1 dans les deux événements. Donc, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc, on va avoir par incompatibilité, je vais enlever les intersections qui ne servent plus vraiment. On a ceci, plus P, Pn-1, Pn plus 1. Et là, en fait, on a indépendance parce que ça ne concerne que des tirages différents. Vous voyez, UN-2, ça concerne les N-2 premiers tirages. Et après, on a le tirage N-1, le N plus 1. Donc, on va avoir P de UN-2. Donc, ça, c'est UN-2. Et après, chaque proba, là, vaut 1/2. Donc, ça va faire 1/8. Et là-bas, pareil, par indépendance, ça va faire 1/8. Et à gauche,
P de UN inter, alors ça on va l'écrire, hein, P de UN inter BN plus 1 avec la question 4A, ça va faire P de UN, c'est-à-dire UN, P de BN plus 1. P de BN plus 1, c'est un quart. C'est pile-pile. Donc, c'est juste un quart. Moins P de UN plus 1, donc moins UN plus 1, égale à 1/8 de tout ça. Et donc, bah, ce qu'on veut, on va isoler le UN plus 1. Donc, UN plus 1, ça va faire UN moins 1/8 de UN moins 2. Et un quart moins 1/8, ça fait 1/8. Bon, et en regroupant les 1/8, on a ce qu'il faut. Montrer que la suite UN est croissante. Alors, quel que soit n, UN plus 1 moins UN, ça vaut ça. Bon, et ça, c'est positif, parce qu'il ne faut pas oublier que UN moins 2, c'est une proba. Hein, c'est la proba de UN moins 2. Cette proba, donc, elle est inférieure à 1. Donc, tout ça, c'est positif. Donc, la suite UN est bien croissante. Et montrer qu'elle converge. Alors, on vient de dire que quel que soit n, UN, c'est inférieur à 1 parce que c'est une proba. Et elle est croissante, donc croissante majorée, elle est convergente. Il faut montrer qu'elle converge vers 1. Ben, on passe à la limite. Hop, dans 4C, on passe à la limite sur n. Donc on va avoir L égale L plus 1/8 de ça. Donc ça revient à L égale 1. D'accord, les L se simplifient. Vous avez 1 moins L égale 0, donc la limite c'est 1. En déduire ceci. Alors le 1 moins, ça nous dit qu'on va passer par le contraire. Ouais. Donc x égale moins 1. Alors on va passer au contraire. Donc, on a le contraire de ça. Alors x égale moins 1, c'était si on n'a jamais obtenu un double pile. D'accord. Donc là, en fait, ça revient donc à cette union. D'accord? Parce que ça correspond jamais de pile-pile. Donc le contraire, ça signifie que on va l'avoir donc au moins une fois un pile-pile. D'accord? Le contraire de jamais avoir pile-pile, c'est avoir au moins une fois un pile-pile. Et au moins une fois, ça se présente sous forme d'union. Donc on a ceci, et à présent, il faut qu'on calcule la proba d'une union infinie. Alors, soit c'est incompatible, non, ce n'est pas incompatible, parce qu'on pourrait avoir UN et UN plus 1, donc ce n'est pas incompatible. Parce que là, on veut juste au moins une fois, donc ce n'est pas ça. Donc là, il faut espérer que la suite est croissante. Alors, on va l'écrire, on va justifier. Donc, UN est croissante parce qu'effectivement, car si on a au moins pile-pile sur n lancés, on l'a sur forcément n plus 1 lancés. Si j'ai déjà obtenu sur mes n premiers lancés, je l'aurai sur mes n plus 1 premiers lancés. Donc, c'est bien une suite croissante. Donc, par le théorème de la limite monotone, donc par le théorème de la limite monotone, on a la proba infinie de l'union infinie, c'est en fait la limite de P de UN, c'est-à-dire la limite de UN. On a montré que UN tendait vers 1. D'où P de x égale moins 1, et bien c'est égal à 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc c'est quasi impossible qu'on n'ait jamais un double pile. Alors pour finir, donc Vn c'est 1 moins UN, Sn c'est la somme partielle de l'espérance en fait. Alors on prend n plus grand que 4, et on va regarder Vn moins Vn plus 1. Donc on va remplacer, donc on a ça, 1 moins UN plus 1. Je regarde par rapport à ce qu'on a fait avant. Ouais. Donc ça va faire UN plus 1 moins UN.
UN plus 1 moins UN, on l'avait calculé tout à l'heure. C'est 1/8 de ça. Ça, c'est la question 4C. Et ça fait donc Vn-2 sur 8. Donc là, on est bon. Après, pour n plus grand que 2, P de x égale n plus 1, il faut montrer que c'est Vn moins Vn plus 1. Alors, P de x égale n plus 1, c'était qui déjà? C'est An plus 1. Alors, nous, on veut en fonction de Vn. An plus 1, ouais, avec une différence de 2 comme ça. Ouais, parce que là, il faudrait faire le lien peut-être d'abord avec UN et après avec VN. Alors, je vais juste me réécrire ce qu'on avait sur UN. On avait ça. Alors, si je veux AN plus 1, ouais, regardez. On va faire UN plus 1 moins UN. Donc, par télescopage, hein, d'accord, vous allez avoir la somme comme ceci. Par télescopage, ça va nous donner justement ce AN plus 1 qu'on attend. Donc, je reprends. Donc, P de x égale n plus 1 qui est AN plus 1, c'est UN plus 1 moins UN. UN plus 1, c'est 1 moins VN plus 1. Et donc, ça fait Vn moins Vn plus 1. Démontré par récurrence. Alors, on va regarder déjà pour n égale 2. S2, ça fait 2P de x égale 2. Donc, ça fait 2 à 2. Alors, on avait calculé des premières valeurs. À 2, ouais, on l'avait fait, c'était un quart. Donc, ça fait 1 demi. Donc, ça, c'est le terme à gauche. Le terme à droite, si on prend n égale 2, ça fait moins 8V4, moins 2V2. Alors, il faut calculer V4. Alors, pour calculer V4, il va me falloir certainement U4. Enfin, ouais, U4. Donc, je repars sur la notation U. Alors, on va calculer ça à part. Alors, U2. Donc, U2, c'est par définition, c'est égal à A2. Et A2, c'était un quart. U4. U4, par définition, c'est A2 plus A3 plus A4. Ce sont justement les probas qu'on a calculés au départ. Donc, ça fait un quart plus 1/8 plus 1/8. Donc, ça fait 1 demi. Bon, on va remplacer. Donc, mon 6 moins 8V4 moins 2V2, ça va faire 1 moins U4. Donc, ça fait 1 demi. Donc, ça fait 6 moins 4. 1 moins quart, ça fait 3 quarts. Donc, moins 3 demi. Donc, on a 2 moins 3 demi qui fait 1 demi. Donc, c'est bon. Un peu lourd pour n égale 2. On suppose que tout ça est vrai à l'ordre n. Et on va regarder ce qu'il en est à l'ordre n plus 1. Donc, on va partir de Sn plus 1. Alors, Sn plus 1, vous voyez, c'est la somme de 2 à n plus 1 de k p de x égale k. Donc, en fait, ça fait Sn plus le terme en n plus 1. Plus ça. Donc, par hypothèse de récurrence Sn, on a ceci. L'autre P de x égale n plus 1, on l'avait décrit comme étant Vn moins Vn plus 1. Alors, bon, on va un peu tout développer, on va rassembler les termes. Alors, on a quoi? On a 6 moins 8 Vn plus 2. On a moins NVN plus n plus 1 Vn, donc ça fait plus NVN. Et moins n plus 1 Vn plus 1. Donc, voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Alors, on va s'écrire ce qu'on aimerait obtenir. Alors, nous, on aimerait à la fin montrer que ça vaut 6 moins 8 Vn plus 3 moins n plus 1 Vn plus 1. Voilà ce qu'on aimerait. Donc ça, à la fin, on est bon. Le 6, on est bon. Donc là, il nous reste à montrer que ce moins 8 Vn plus 2 plus Vn, ça nous fait moins 8 Vn plus 3. Donc là, il y a un lien entre n, n plus 2, n plus 3. Ça doit basculer. Donc c'est ça, hein, qu'on essaie de comparer. Certainement un truc à faire avec la question 7.
Alors, je vais faire ça à part. Donc, avec la question 7, alors, je vais tout mettre donc pour avoir de Vn plus 3. Donc, on a Vn plus 2 moins Vn plus 3 égale 1 huitième de Vn. C'est-à-dire, donc on a 8 Vn plus 2 moins 8 Vn plus 3 égale Vn. C'est-à-dire moins 8 Vn plus 2 plus Vn. C'est-à-dire, je ramène ça là-bas. Ça nous donne bien le moins 8 Vn plus 3 qu'on voulait. Bon, pas simple comme récurrence, là. Ensuite, en déduire que la suite Sn est croissante. Croissante, on va faire Sn plus 1 moins Sn. Pareil, par télescopage, il va nous rester le terme en n plus 1. Tout ça, c'est positif. Donc, la suite Sn est croissante. Majorée. Alors, pourquoi la suite Sn est majorée? Ce qu'on a, c'est que nous, on a démontré ceci. Vn, il ne faut pas oublier qui est Vn. Vn, c'est 1 moins Un. C'est positif parce que le Un est plus petit que 1. Donc, tout ça, c'est des termes négatifs. Donc, tout ça, c'est inférieur. Tout ça, c'est inférieur à 6. Donc, c'est bien majoré par 6. Donc, croissante majorée, on peut dire que la suite Sn converge. Sauf que la suite Sn, donc ainsi, la série, c'est la somme partielle en fait, Sn. Donc cette série-là est convergente, c'est-à-dire, là c'est exactement l'espérance de x. On est sur le support de x qui est 2 plus l'infini. Bon, ça se termine. Ensuite, démontrer que la suite NVN converge. Avec la question 9, on a NVN, c'est 6 moins 8 Vn plus 2 moins Sn. Alors ça, on a démontré que ça convergeait. Donc ça converge. Vn, pareil. Vn, c'est 1 moins Un. Un, ça tendait vers 1. Donc Vn tend vers 0. Ça tend vers 0. Donc tout ça, ça va avoir une certaine limite lambda. Ça va converger. On suppose que NVN tend vers lambda et on suppose qu'il est non nul. Montrer que la série de termes générales Vn est divergente. Donc, comme ça tend vers un lambda non nul, si ça tend vers une limite non nulle, on sait que c'est en particulier équivalent à lambda. Et donc, on va avoir ceci. D'accord? Bon, pas forcément positif d'ailleurs. Or, comme la série des lambda sur n diverge, c'est une série de Riemann, alors, par critère d'équivalence, là on est de signe constant, lambda signe constante qui sera positive ou négative, on va avoir la série des Vn qui va diverger. Et avec la question 7, on devra avoir une contradiction. Ouais, la question 7, on va passer certainement par un télescopage. Donc, on prend n de A4. Donc, on fait le télescopage à partir de 4, parce que c'est valable à partir de 4, la relation. Donc, par télescopage, à gauche, on va avoir V4 moins V grand N plus 1. Et à droite, je vais faire un petit décalage d'indice quand même. On a ça. Ici, quand grand N va tendre vers l'infini, ça va tendre vers V4. On a dit que la suite Vn tendait vers 0. Donc, ça converge. Et ici, on vient de dire que ça nous donne une série divergente. Ça nous amène à une contradiction. Et qu'est-ce qu'on est en train de contredire? On est en train de contredire l'hypothèse de départ qui était lambda non nul. Donc là, on vient de montrer que lambda était nul. Et on va en déduire l'espérance de xn. Alors rappelez-vous, l'espérance, elle vient de la somme partielle. Donc on a ça. Et ça va tendre vers 6. Ça tend vers 0. On a répété plusieurs fois. NVN, ça convergeait vers lambda. On a montré que le lambda était nul. Donc ça converge vers 6. Ce qui nous permet d'en déduire que l'espérance de x va être égale à 6. Je vérifie juste la suite UN. Je l'ai en tête, mais je vérifie quand même.
La suite UN, ouais, elle tendait vers 1, donc la suite de n tendait vers 0. Bon, donc voilà.